J'ai passé ma vie à me battre. Le seul show sur la lutte à la radio à Montréal. J'ai passé ma vie à me battre. Mesdames, messieurs. J'ai passé ma vie à me battre. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. J'ai passé ma vie à me battre. Un peu partout dans le monde. Woo! Soyez-y, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. 60 minutes de lutte. J'ai passé ma vie à me battre. Avec Marc Blondin. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, sur les ondes de BPM Sport Montréal 91.9, votre rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui concerne le monde de la lutte à travers la planète. Mon nom est Handsome GF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. Et Handsome, t'as de l'air à déborder d'énergie. C'est quoi ça qu'on voit? Ah, c'est des poches en dessous des yeux. Ben non. C'est un mauvais jeu de lumière, Blondin. Hey, fais pas ta langue sale pour commencer l'émission. Toi, t'as l'air en grande forme, Blondin. Oui, écoute, je suis en grande forme. Je joue au golf avec mon épouse et mon fils et ma belle-fille. C'était super le fun. Non, ça va bien. On a reçu hier toute la famille des Gardner Blondin. Gardner, c'est les fils à ma sœur, la plainte de soupe, comme tu l'appelles. Écoute, on la salue, la plainte de soupe. Et sûrement à l'écoute. Fait que tu sais comment c'est l'été. Hein? Toi, ton horaire est vraiment doublement chargé de la mienne. Mais là, je devrais partir une semaine en vacances. Ça va faire du bien. Bon, parfait. Mais avant que tu partes en vacances, là, parle-moi de Simmania 3. J'ai vu l'affiche. C'est magnifique. Oui, puis t'as vu, t'es on top avec le bras dans les airs. Beaucoup de tous ceux qui font partie de Simmania 3 sont là. Ils commencent à avoir l'engouement tranquillement. Parce que dès que je l'ai annoncé après Simmania 2, il y a eu un boom. On a vendu 13 sur 14 tables VIP. C'est sûr que l'été, il n'y a rien eu. Et là, les billets sont disponibles, pointdevente.com, et ça bouge. Hey, je voulais dire, Max Bacon, notre chum, revient comme partenaire. Il sera un de nos commanditaires pour Bound for Glory pour le mois de octobre pour Impact Wrestling à Chicago. Et il nous manque au moins un, si ce n'est pas deux commanditaires. Alors, si ça vous tente d'avoir de la visibilité, contactez-moi. Je vais vous donner tous les détails. Et tu voulais me parler de ton chum Pat Laprade. Pat Laprade, le globe-trotteur qui est à Détroit ce week-end pour SummerSlam. Exactement. Et hier soir, samedi soir après SummerSlam, il m'a contacté. On a fait un Zoom d'une dizaine de minutes pour avoir son feeling, savoir comment ça s'était passé, ses surprises et tout ça. Alors, c'est une des premières entrevues que Pat Laprade donne sur l'événement SummerSlam. Et si tu es prêt, on y va avec ça. Wow, que des primeurs sur le sim. Alors, on débute tout de suite avec la chronique WWE toute chaude de Pat Laprade. Alors, malheureusement, mesdames, messieurs, on a tenté, il est présentement presque 1h du matin, lundi, d'être avec Pat Laprade, mais des problèmes de connexion, pas de réseau de disponible. Donc, voici sa chronique qui était prévue pour la semaine prochaine sur l'historique de SummerSlam. La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. Je ne pas... Me voilà, ta 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 ta. Me voilà, ta ta côté. Ce soir c'est le temps de rêver. Un nouveau jour, une nouvelle vie. Je sais pas chanter, mais vous reconnaissez. T'as pas besoin de nous le dire si tu sais pas chanter. Est-ce que vous reconnaissez un peu la toune? Nope. On retrouve notre collaborateur WWE et Pat, ce que tu as entendu juste avant qu'on rentre officiellement, que je te souhaite la bienvenue, c'est l'extrait de la chanson de Bryan Adams que tu as chanté sur ton podcast Les Antipodes de la lutte. Je voulais que les gens du CIM l'entendent parce que tu m'as vraiment blessé. Comment ça? Qu'est-ce que j'ai ma chanson à mon mariage, qui était joué par les musiciens à l'église. Et ça a toujours été un superbe souvenir. Et là, tu l'as scrappé. Ouais.
d'aplomb. Même que Jazz Simon a appelé des avocats, un peu comme Trudeau, là, on ne sait pas ce qu'on va faire. Écoute, j'en suis vraiment désolé. Il faut vraiment que j'apprenne à ne plus chanter lorsque j'ai un micro. Mais je voulais vraiment, je me rappelais, si je m'étais rappelé du nom de la tune, Marc, crois-moi, tu n'aurais pas entendu une note sortir de ma bouche. Mais bon, voilà. Fred Lamerveille sur la scène locale, elle chante beaucoup mieux que moi. Et ce qui est surprenant, Pat, c'est qu'à mon bien cuit, tu étais avec moi sur la scène quand on entendait Kelly détruire une chanson au micro. Donc, ça devait être récent dans ta tête, comme comment c'est de voir une chanson, d'entendre une chanson se faire complètement détruire. Ben écoute, c'est tout le temps qu'on a pour la chronique de cette semaine, Marc. On est dans la saison de SummerSlam. Yes. Les pay-per-view, on sait tous que WrestleMania, c'est numéro 1. Les gens parlent beaucoup de SummerSlam, malgré que c'est dans une période où les gens sont plus vacances, plus mood, alors que Rumble est en plein hiver morose. Parle-nous un peu de comment SummerSlam est arrivé dans le monde des amateurs de lutte. Oui, mais c'est ça, SummerSlam, dans le fond, le premier événement SummerSlam, c'est le 29 août 1988 au Madison Square Garden de New York. Puis, pour comprendre comment on est arrivé à SummerSlam, il faut reculer un petit peu en arrière. C'est que la WWF, à l'époque, avait, évidemment, Vince McMahon avait créé son WrestleMania, son événement qui deviendra son événement phare. Et WrestleMania, d'année en année, prend de l'ampleur. WrestleMania 1, c'est une chose, c'est un test. WrestleMania 2, on le laissait dans 3 villes différentes en même temps. Et là, on arrive WrestleMania 3. Et là, ça marche fort. Le boom. Ben oui, à cause, évidemment, qu'il y a 93 000 selon la WWE. Il y en avait plus 80 au Pontiac Silverdome. Mais c'est la rivalité Hulk Hogan et Géant Ferré qui rend le tout si spécial. On rappelle aux gens que j'y étais, mais je ne m'en souviens pas. Et ça, là, je pense que c'est pire que n'importe quelle tune que je vais scraper dans ma vie. Et puis, cette rivalité-là, Hogan-Géant Ferré, c'est à la base même de ce qu'on appelle le Big Four des pay-per-view de la WWE. C'est-à-dire WrestleMania, Royal Rumble, Survivor Series et bien sûr SummerSlam. Alors, je t'explique un peu. C'est qu'après WrestleMania 3, mars 87, le Jean Ferré se fait opérer au dos et là, prend quelques mois de congé. Et là, on décide en novembre 87 de faire Survivor Series, qui est un événement. À ce moment-là, McMahon fait souvent ses pay-per-view pour contrer un événement de Jim Crockett Promotions, par exemple, la NWA, qu'on appelait plus communément. Et puis, Survivor Series, c'est justement pour contrer un événement. C'est Thanksgiving aux États-Unis, c'est l'Action de grâce. Et là, ce qu'on fait, c'est un match équipe Hogan contre équipe André. Parce que ça permet à André, qui revient de son opération au dos, de pouvoir tenir la corde. Il y a 4 autres personnes avec lui. Il n'est pas obligé de tout faire et ça lui permet d'en faire le minimum, mais c'est quand même la tête d'affiche de ce match-là. Ensuite, on s'en va en janvier 88, premier Royal Rumble, qui, à la base, est un spécial sur le USA Network. Il n'est même pas en pay-per-view, évidemment créé par notre ami Pat Patterson. Et puis, l'événement spécial, c'était même pas un match. C'était la signature de contrat pour le match revanche d'Hogan et André. Match revanche qui aura lieu à Friday Night Main Event ou Main Event, comme on appelait plus particulièrement. C'était pas le samedi, c'était le vendredi. Le 5 février 88 à Indianapolis. Le match qui a été vu par 33 millions de personnes. Le match qui a été la plus haute cote d'écoute dans l'histoire de la promotion. Et c'est le fameux match où André gagne le titre et le donne à Ted DiBiase pour ensuite que le président, entre guillemets, Jack Tunney, enlève le titre à DiBiase et le déclare vacant. WrestleMania 4 J'y étais aussi. Est-ce que tu t'en rappelles? Oui, ça, je m'en souviens. Bon, au moins. Et puis, arrive WrestleMania 4, il y a un tournoi pour déclarer un nouveau champion. Et comme on ne sait pas c'est quoi la finale, parce que c'est un tournoi, le seul match qui attire vraiment, c'est un match de deuxième ronde et c'est Hogan contre André. C'est Hogan contre André à WrestleMania 4. Et par la suite, on arrive à l'été 88 et on fait SummerSlam, le tout premier SummerSlam. Et à ce moment-là, le match
qui attire, c'est encore la rivalité. C'est les Mega Powers, Hogan et Savage, qui étaient devenus champions, contre les Mega Bucks. Et les Mega Bucks, c'était André, avec Ted DiBiase, accompagné de Virgil, accompagné de Bobby Heenan. Elizabeth était du côté des Babyface et l'arbitre spécial, Jesse Ventura. Donc, c'est vraiment cette rivalité-là qui a été le fondement de tous les prochains pay-per-view qui ont marqué l'histoire de la WWE depuis plus de 30 ans, dont SummerSlam. Et là, SummerSlam, ben, c'est pas juste un match. On en fait vraiment un événement spécial. On en fait le WrestleMania de l'été. C'est souvent le surnom qu'il a reçu, le WrestleMania de l'été. Et parmi les matchs du tout premier SummerSlam, Marc, les British Bulldogs contre les frères Rougeau, un des meilleurs matchs de l'histoire de SummerSlam, tout juste avant que la situation éclate là, dans la bagarre entre Jacques et Dynamite Kid, où tu étais également. Où j'y étais, et je m'en souviens. Il y a également eu la fin du règne de Honky Tonk Man. On parle beaucoup présentement du règne de Gunther, le règne de champion intercontinental. Le plus long règne de l'histoire, c'est Honky Tonk Man avec 454 jours, mais ça a mis fin, son règne a pris fin à SummerSlam. Il devait affronter Brutus Beefcake. Dans les histoires, Ron Bass, Outlaw Ron Bass, avait blessé Brutus Beefcake, ce qui fait qu'on envoie un adversaire surprise à Honky, et c'est le Ultimate Warrior qui arrive en courant et qui bat Honky Tonk Man en 30 secondes ou à peu près pour devenir champion et mettre fin ici au règne d'Honky Tonk Man. Et puis, il y avait également Dino Bravo, accompagné par Frenchy Martin. Évidemment. Contre Don Morocco dans un match qui passera peut-être pas à l'histoire. Donc, ça, c'est ce qu'on retrouvait là, lors du tout premier SummerSlam. Ça s'est toujours déroulé en août, SummerSlam, Marc, sauf l'an dernier, sauf en 2022, qui s'est déroulé le 30 juillet. Par contre, on voit que SummerSlam est beaucoup plus proche du début du mois d'août maintenant qu'il pouvait l'être à une certaine époque, alors qu'on le retrouvait plus à la fin du mois d'août. Et en 2021, on a débuté aussi à le faire dans des stades. C'est un peu la tendance à la WWE de faire ces gros événements dans des stades. Donc, à Las Vegas, au Allegiant Stadium, au Nissan Stadium à Nashville en 2022, 2023 au Ford Field à Détroit. C'est 3 fois au Madison Square Garden, quelques statistiques, 3 fois au Madison Square Garden, 4 fois au Barclays Center où j'ai assisté à plusieurs reprises à SummerSlam là-bas. 6 fois. Je m'en souviens. 6 fois au Staples Center, qui est maintenant le crypto.com à LA. 2 fois à Toronto, j'y étais les 2 fois, 2004-2019. Et 92, comment ne pas se rappeler du Wembley Stadium, l'une des plus grosses assistances de l'histoire de la lutte, où on a vu encore à ce jour le meilleur match de l'histoire de SummerSlam, Bret Hart contre Davey Boy Smith. Et on en parle beaucoup parce que All Elite sera à Wembley. Alors, ça leur a amené beaucoup de souvenirs. J'ai une question pour toi, oui. Pat. Les 4 grands pay-per-view, tu les appelles les Big Four, c'est ça? Oui. Le Big Four. La recette pour faire que ça ne s'essouffle pas, c'est quoi? Ben, c'est parce que ça devient des classiques. Avec les années, c'est devenu des classiques. Tu sais, on parle de SummerSlam, ça a commencé en 88. Dès 92, il y avait un match qu'on se rappelle encore aujourd'hui. Fait qu'à partir de là, ça devient un classique que tu ramènes année après année et tu essaies toujours de revigorer un peu l'expérience, de t'assurer qu'il y ait des matchs qu'on va se rappeler. Tu sais, il y a eu des TLC entre les Dudleys, les Hardys et Edge et Christian. Tu as eu le match revanche dans une échelle entre Shawn Michaels et Razor Ramon. Tu as eu des matchs plus récemment, John Cena contre AJ Styles. Tu sais, tu as eu des matchs qui ont marqué l'imaginaire des gens à SummerSlam. Puis c'est un peu la même chose, WrestleMania, ça va de soi. Et Royal Rumble, ben, c'est surtout le concept qui attire autant. Tu sais, c'est le concept. C'est pour ça, des fois, il y a des gens qui vont dire... C'est l'espérance des surprises. Oui, mais les gens vont des fois, il y a certains experts qui vont dire Royal Rumble, c'est le 2e pay-per-view en importance à la WWE parce que, justement, le concept attire énormément.
Mais de mon côté, le WrestleMania de l'été, j'ai toujours trouvé que c'était lui le deuxième, justement parce qu'il y a l'aura d'un WrestleMania, mais quelques mois plus tard, en plein été, surtout maintenant dans des stades comme ça. Donc, c'est ce qui fait, je crois, Survivor Series, tu vois, c'est peut-être le seul des 4 qui, à un moment donné, s'est essoufflé un peu, puis là, on est en train de le rattraper. On est en train de le sauver, le Survivor Series. Mais pendant quelques années, là, ça a pris une petite débarque. Donc, mais SummerSlam, Royal Rumble, puis WrestleMania, ça a toujours été là depuis la fin des années 80. En terminant, as-tu le goût de chanter un petit peu? Ça va aller, Marc. Si jamais tu vois tes pneus d'auto avec moins d'air dedans, pose-toi pas de questions. Au moins, on l'a enregistré. Vous l'avez enregistré. Oui. Pat Laprade, merci beaucoup. Bonne semaine. À la prochaine. Hey, la prochaine fois, Marc, me voilà. Ah, je serai là. Non, Et je voilà. te coupe. La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. On est de retour au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Marc, le prochain bloc, je l'ai dit souvent, 2 chroniqueurs qui suivent, mais qui sont tout aussi pertinents l'un que l'autre. On a Jean-François Kelly qui va être là. Oui, et Jean-François, c'est drôle parce que j'ai vu un statut Facebook passer la semaine dernière. Est-ce que tu connais Christiane? Bien, certainement, une légende de la lutte québécoise, Christiane. C'est ça. Elle s'est autoproclamée la légende vivante. Alors, moi, j'ai tout de suite écrit, donc, Kelly est un imposteur. Fait que c'est drôle, on en discute un peu. Mais OK. aussi, Jean-François Kelly voulait donner un peu à nos auditeurs le feeling. C'est quoi un feeling d'assister à un événement de lutte live, mais dans un gros stade? Alors, il nous parle de ça. Et bien sûr, ton ami Drenuk. Il manquait d'air. Il manquait oui. d'air. Comment ça? Drenuk. Toi, t'as manqué d'air, mais c'est à ta naissance. Eh, boy. Je pourrais te retourner le compliment, Marc. Mais je l'ai dit le premier. Langue sale. Moi, j'en ai plus d'air. C'est pour ça que j'ai l'air d'une montgolfière. Oh, hey, c'est bien dit. Il s'autoplante. Ça, j'aime ça. Là, tu parles. Ouais, écoute, Drenuk, cette semaine, comme à chaque semaine, nous donne les détails des événements locaux, des événements indie au Québec. Et l'été tire à sa fin. Donc, de plus en plus, les fédérations québécoises reviennent et commencent à nous donner les dates de leurs événements réguliers. Alors, Kelly et Dre sont là comme à chaque semaine. Alors, sans plus tarder, on débute ce bloc chroniqueur avec Drenuk. Encore une fois, cette semaine, on retrouve le mouton noir de la lutte québécoise. Son vrai nom est André Terrien, son faux nom est Drenuk. Comment vas-tu, jeune homme? Ah, je vais super bien, surtout avec mes filles, là, ce qu'on m'appelle Dr. Doolittle. C'est vrai. En plus, t'en as des surnoms. C'est quoi l'autre que tu m'as dit sur Facebook? Tu m'as écrit que tu avais un nouveau surnom. Mais je m'en Des fois, souviens on pas. m'appelle l'intimidateur de la lutte, mais ça, c'est pour ceux qui ne m'aiment pas. Oui, c'est ça. Et il y en a beaucoup qui ne t'aiment pas. Ouais. André, le 11 août prochain, la IWS fait un gala de lutte, pas de ring. Oui, exactement, Marc, au 2440 rue Saint-Denis, au Turbo House. Donc, la IWS va présenter leur deuxième événement, qui n'a pas d'arène, où les lutteurs et lutteuses vont au moins se protéger sur des tatamis par terre, mais tout est légal. Donc, nous, on fait un cercle autour d'eux. La dernière fois, leur premier événement, on était autour de 70. Puis en plus, avec les festivals Juste pour rire, mais il y avait eu des touristes qui sont venus faire leur curieux. Puis c'est pas si cher, c'est un gros 5 pour avoir du fun entre amis. Est-ce qu'ils font ça parce qu'il n'y a pas de place, mettre un ring dans ce place-là? Oui, mais en même temps, c'est un autre concept que j'ai déjà vu autrefois dans certains bars, disons à New York, où des lutteurs populaires comme Zack Sabre Jr. a déjà fait un match dans un bar où, en bon français, c'était le free-for-all, sauf que la bière ne valait pas puis il n'y avait pas de sang. Mais je veux dire, c'était une bonne bataille dure, comme qui serait à l'extérieur de l'arène. Oui, spécial. Dis-moi pas ce que j'en pense.
Toujours le 11 août, AWE au Saguenay, eux autres, ça va bien. Eux autres font ça dans un ring. Oui, oui, oui. La AWE retourne à leur local de prédilection à Chicoutimi-Nord pour présenter la nouvelle saison et le titre de l'événement s'appelle Summer Bash. Donc, jusqu'ici, ils mettent toujours le gros paquet, la AWE, pour leur nouvelle saison. Il n'y a pas de match sorti jusqu'ici, mais si tu suis la page Lutte AWE, toutes les informations sont là, Marc. Maintenant, le dimanche le 12, non, c'est le 11, c'est un vendredi. Le 11, samedi le 12. C'est ça, c'est ça. Il y a notre ami Bellemare qui fait de quoi à La Chute avec la lutte laurentienne. Exactement. Et eux aussi ils recommencent avec leur nouvelle saison. Ça retourne au centre communautaire Chevalier-de-Colomb ou quelque chose du genre à La Chute. Donc, jusqu'ici, les combats qui sont prévus à la carte, c'est le champion de lutte Laurentide, Brad Alexis, qui va défendre contre un adversaire mystère. Et aussi, pour avoir l'aspirant numéro 1, il y a un combat à 6 lutteurs. Il y a Kevin Gray, il y a Chester Doan, que je peux nommer entre les deux. Les 4 autres, les noms sont à venir d'ici cette semaine. Et finalement, toujours samedi le 12, Summer Heat de la NSPW. Oui, puis Summer Heat, je pense que la NSPW ont choisi ce nom-là dû à leur plus récent gala, qui était Thursday Night Wrestling. J'ai assisté, Marc, et je pense que j'ai perdu peut-être 10 livres de sueur tellement qu'il faisait chaud. Ben oui, tu avais marqué ça, que c'était un sauna. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Ah, tu faisais juste rentrer, puis tu commençais à suer, même pas eu le temps d'applaudir. Mais on a eu du fun. Mais la question, là, est-ce que tu me dis ça en voulant insinuer que je devrais y aller une fois par semaine pour perdre 10 livres à chaque semaine? Ben, principalement l'été. L'hiver, ils mettent le chauffage, mais l'été, c'est tout autre chose. Mais c'est comme le centre NDR avant à la NCW. C'était un sauna l'été. C'est une des raisons pour qu'il n'y a pas de gala l'été et on vise les campings. OK, ben je pensais que tu me traitais de gros. Non, 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 non. Juste comme moi. Je suis différent. Oui, mais on aime la bière, hein? Oui, exactement. André, en terminant le 24 septembre, dimanche, c'est Simmania 3 à la microbrasserie L'Entêté de Mirabel. Les billets sont en vente sur lepointdevente.com. Parle-moi un combat que tu as hâte de voir dans les 6 combats présentés. C'est le combat avec l'homme le plus fort du monde parce qu'il y a tout un défi face à lui. Il va avoir 3 adversaires mystères. On ne connaît pas le poids, on ne connaît pas la grandeur. On ne sait pas c'est qui, donc ça va être une surprise pour lui. Mais comme j'ai dit, ça va être tout un défi, mais il est prêt à les relever, l'homme le plus fort du monde. Je crois qu'il va pouvoir même passer à travers les 3. On parle bien sûr de Max Lemire que j'aurai en entrevue dans quelques minutes sur le CIM. Merci beaucoup. Drénuc, André Terrien, bonne semaine et on se reparle la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bien en paix. Oui, carrément. Bye-bye. Celui qu'on surnommait la légende vivante. OK, parce que tu as vu un statut concernant Christiane, toi. Hein? Exactement. Et j'ai même écrit que tu étais un imposteur. Bien, sérieusement, à côté de Christiane, je pense que toi et moi, on est des imposteurs. Christiane, vraiment, elle se déplace partout. Elle est fébrile à chaque fois. Elle est franche, honnête et sincère dans ses commentaires. Pour ceux qui ne connaissent pas Christiane, allez sur le Facebook La Lutte à RDS. J'ai déjà fait une entrevue en studio au Réseau des Sports avec Christiane. C'est vraiment une merveille, une des plus grandes fans, sinon la plus grande fan de la lutte québécoise. Et je ne sais pas pourquoi tu dis que moi, je suis un imposteur. Quand elle se nomme elle-même, elle s'auto-proclame la légende vivante. Moi, je n'ai jamais utilisé ce nom-là. C'est vrai, tu l'utilises. Toi, tu l'utilises en anglais. Mais je ne dis pas Living Legend. C'est pas pareil. Je dois te donner ça. Mais pour de vrai, là, si Christiane veut mon titre, j'y donne parce qu'elle le mérite. Moi, l'autre fois, quelqu'un me parlait de toi. Souvent, Kelly est dans sa bulle, la Kelly Bubble.
C'est très bon, ça. Tout est relié au Kelly Bubble avec moi, finalement. Ouais, c'est ça. Marc, hey, je suis vraiment content de te parler parce que j'aimerais vraiment te parler de quelque chose que je me fais poser des questions, même à l'interne de la lutte au Québec. Il y a des personnes qui me posent des questions parce que c'est pas donné à toutes les bourses d'aller voir des spectacles comme la WWE, la All Elite Wrestling. C'est des grandes sorties qui coûtent habituellement cher si on compte le billet, si on compte les gardiennes pour ceux qui ont besoin de gardiennes d'enfants, ceux qui ont besoin de casser la croûte directement dans des amphithéâtres. Ça peut coûter cher. Donc, c'est pas pour tout le monde. Attends un peu, là. Oublie pas le stationnement, oublie pas le T-shirt. Ouais, exact, c'est ça. Donc, il y a plusieurs choses reliées à un spectacle de lutte. Donc, il y a plusieurs personnes, même des personnes du milieu, qui ne savent pas comment ça marche quand on va voir la WWE, quand on va voir la All Elite Wrestling et quand on va voir aussi la lutte québécoise. C'est très important d'informer les gens à propos de ça. La semaine passée, tu es allé aux États-Unis. Ouais. Tu es allé à Albany voir la All Elite. Et Ouais. dis-moi donc, mettons, là, WWE vient à Laval. Ouais. Ils vont à Québec aussi, bien sûr. Mais si tu avais à comparer toute la question coût entre, mettons, All Elite à Albany et WWE à Laval, à part, bien sûr, le gaz, là. Oui, tout à fait, mais aussi, on voyage électrique, c'est pas mal moins cher. Mais Laval, je te dirais, c'est pas cher, à condition d'acheter des billets à la première fois qui sont vendus. Parce qu'il y a des gens qui vont, par exemple, sur le site de Ticketmaster, c'est des billets de revente avec des revendeurs authentifiés ou autorisés par Ticketmaster. Là, les billets coûtent cher. Là, les billets en revente, c'est pire que des scalpers comme dans le temps, comme j'aime le dire. Ticketmaster a des très, très gros, un très gros pourcentage. Donc, il faut vraiment avoir nos billets à la première fois qu'ils sont vendus au coût réel que la All Elite Wrestling et la WWE veut vendre ses billets. Bien sûr. Qui vend ces billets-là? C'est l'amphithéâtre? Avant que tu les achètes de Ticketmaster, tu les achètes de qui? Non, mais ça peut être, on les achète de Ticketmaster, mais exemple, si on les achète aussi de Ticketmaster ou d'autres sites, exemple comme StubHub ou Vivid Seat, c'est des vendeurs comme toi, comme moi. On peut vendre nos billets, mais on peut les vendre plus cher. Ben oui, on les vend plus cher. Mais imagine-toi donc, Ticketmaster a une cote sur le billet d'origine et ensuite, il charge une cote au vendeur si on veut vendre nos billets et une autre cote au deuxième acheteur. Donc, il peut y avoir plusieurs cotes pour Ticketmaster. C'est pour ça que c'est touché Ticketmaster. En tout cas, il y a plusieurs personnes qui se plaignent de ce système-là, dont moi. Mais si vous achetez les billets la première fois avec les frais de service plus raisonnables et avec le coût plus raisonnable du billet, c'est évident que ça coûte moins cher aller à Laval parce que, évidemment, ceux qui n'ont pas de voiture peuvent y aller. C'est tout juste à côté d'une station de métro. Ceux qui habitent à Québec peuvent y aller parce qu'en voiture, on va se le dire, tout est à 15 minutes de tout à Québec. Puis, c'est sûr, c'est un village. C'est toi qui l'as dit. Puis à Ottawa, il y a des gens de Gatineau, de l'Outaouais, d'Ottawa en tant que tel. Donc, il ne faut pas oublier aussi que la WWE sera également à Ottawa. Donc, c'est 3 villes, 2 au Québec, puis une tout près du Québec, que les gens peuvent aller. Donc, c'est moins cher, évidemment, à moins d'habiter loin de ces régions-là. Mais si on dit Albany, il faut évaluer le coût des billets, le coût du déplacement. Mais si on fait un aller-retour comme j'ai fait, c'est vraiment pas cher, mais il faut compter aussi le temps que ça prend pour se rendre là-bas. Mais rendu là-bas, rendu à Laval, rendu à Ottawa, rendu à Québec, mis à part le coût des billets, il faut considérer tout, comme on disait tantôt, les concessions, la nourriture, mais on passe une Christie de belle soirée. Puis les gens me posent souvent la question, est-ce que ça vaut la peine un spectacle local, donc non télévisé, là, qui n'est pas Monday Night Raw, qui n'est pas Dynamite? Un house show. Exact. Donc, est-ce que les house shows valent la peine? Selon moi, pour la WWE, oui. Parce que la WWE, il y a moins de promos. Tout est relié au combat de lutte et à l'interaction avec la foule. Il y a beaucoup moins d'interaction avec la foule durant Raw et SmackDown que durant un spectacle local. Et durant un spectacle local, on voit que les lutteurs apprécient le moment, puis jouent avec les spectateurs. Puis les spectateurs adorent ça, moi également. Et pourquoi tu as dit WWE, c'est pas pareil avec All Elite, les house shows?
Non? Non, mais les house shows, parce que moi, je ne les ai pas vécus. Je ne peux pas parler des house shows. OK. Mais Raw et SmackDown, il y a beaucoup moins de combats de lutte, beaucoup plus de promos. Exemple que des émissions de All Elite Wrestling comme Dynamite et Collision. Donc, les deux se concentrent sur les combats de lutte. C'est ça la différence entre les deux fédérations pour la télévision. Beaucoup de promos divertissantes, je dois dire, parce que j'adore la WWE, à Raw et SmackDown, mais beaucoup plus de combats du côté de la All Elite Wrestling à la télévision. Maintenant, house show, un spectacle de lutte non télévisé. Côté prix, comparativement à un SmackDown ou Raw? À peu près les mêmes. Donc, à peu près les mêmes. Mais c'est comme j'ai dit, à peu près les mêmes la première fois que les billets sont vendus. Donc, évidemment, plus que c'est un gros événement comme WrestleMania, exemple, si c'était WrestleMania à Montréal ou à Québec, c'est des prix totalement différents. Là. Parce que là, tu parles de WrestleMania, les billets de WrestleMania 40 sortent dans quelques semaines. Oui, puis ça va être cher. Donc, ça va être cher la première fois que les billets vont être vendus parce qu'il y a une très grosse demande. Donc, c'est quand on teste des nouveaux marchés comme Raw à Québec, la première fois que les billets ont été vendus, c'était vraiment pas cher parce que c'est la première fois que la WWE testait le marché. La WWE fait bien, elle ne voulait pas se ramasser avec un aréna vide. Elle ne connaît pas le marché pour un spectacle télévisé. Donc, la WWE a bien fait, a réduit pas réduit les coûts, mais a mis les coûts dans la moyenne. Peut-être que la prochaine fois, vu que ça s'est bien vendu, les coûts vont augmenter. Écoute, ce fut très intéressant, mon cher Jean-François. On n'a pas vu le temps passer. Mais, déjà fini? Oui, déjà fini. Et au plaisir, écoute, la semaine prochaine, tu vas sortir un autre lapin de ton chapeau et ça sera un sujet qui sera sûrement très intéressant. Un sujet que je vais te dire à la dernière minute, mon Marc. Ah, comme tu fais toujours. Et j'espère que tu prépares ton voyage pour Wembley. Ah oui, ben écoute, les valises sont prêtes. Il manque juste ton chèque pour que je puisse me payer l'avion. Il est dans la malle. Salut! Salut! Vous le savez, ma biographie est disponible. C'est près de 200 pages, plus de 100 photos où je vous livre mon histoire sans prétention. Évidemment, la lutte couvre plusieurs chapitres de ma vie. Commande aujourd'hui pour recevoir ta copie dédicacée au sim.shop. La grande histoire de ma petite vie, soyez-y, mesdames, messieurs. Nous sommes de retour sur le Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, épisode 125 déjà. Marc Blondin avec Handsome GF. Et lorsque j'ai fait Simmania 2, j'ai eu 2 choix de président. Un flop et il y a eu Max Lemire. Hey, t'es bien langue-sale aujourd'hui, Blondin. Lâche-moi un peu. Mais c'est vrai pareil que quand Max Lemire est sorti, vous avez tous les deux la même shape. Là. Lui, il n'a pas la même coupe de cheveux, là, mais le monde a fait « wow ». Hey, je vais reprendre là-dessus. Là. Max Lemire, l'homme le plus fort de la lutte au Québec, un chic type, un gars de la Mauricie que tu as eu la chance d'avoir en entrevue avec toi. Là. Oui, parce que j'avais communiqué avec lui il y a plusieurs années quand j'animais dans le bout de Bécancour. Il devait venir dans mes événements Harley dans le temps. Et j'ai eu la chance de le connaître et de le côtoyer à la NCW où on faisait partie tous les deux régulièrement des événements là-bas. Ouais. Il est venu faire un flash à Simmania 2 et il sera bien sûr de Simmania 3. Et j'ai profité de l'entrevue avec lui pour lui lancer un défi spécial que vous entendrez. Mais bien sûr, Handsome, j'ai parlé avec lui de sa carrière d'homme fort, les compétitions qu'il a fait. Et récemment, il a joué le rôle de Bam Bam Bigelow dans Dark Side of the Ring. Ouais. Et écoute, il nous explique comment ça s'est passé. D'avoir trippé avec Marco Estrada, qui a joué le rôle de Taz, entre autres, dans une portion de l'émission. Ouais. Moi, je n'ai pas eu la chance de la voir encore. L'as-tu vu, Dark Side of the Ring? Oui, j'ai vu quelques clips. Je n'ai pas vu l'émission en entier, mais c'est vraiment cool. Là. Moi, j'ai vu les photos. Tu parlais de Marco Estrada qui a joué Taz, puis il a joué aussi Scott Steiner. Tu as notre ami Ryan Donovan qui a joué Jeff Jarrett aussi. Donc, on a plein de gars du Québec qui ont fait ça. Mais là, on a Max Lemire en entrevue, espèce de chanceux. Alors, sans plus tarder, l'entrevue de Marc avec l'homme le plus fort de la lutte au Québec, Max Lemire. Notre invité sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, nul autre que Max Lemire.
l'homme le plus fort au monde. Comment ça va, Max? Ah, ça va super bien, toi, Marc, ça va? Ça va bien, ça va bien. On a hâte de te voir prendre des bouchées de ton spaghetti. C'est tellement bon. Il est tellement en course qu'il mange en même temps qu'il nous reçoit ou qu'on le reçoit en entrevue. Max, on voulait te parler pour 3 sujets. On est content que tu nous donnes quelques minutes. La carrière de Max Lemire du côté des compétitions d'hommes forts. Ça a commencé quand? Ça a commencé comment? Ça a duré combien de temps? Comment tu te sens là-dedans après tout ça? Ah, écoute, ça remonte quand même à loin. Là. Ma première compétition d'homme fort, là, attends un peu, j'essaie de ne pas me mêler dans le temps. Là. Ça a été en 2000. Écoute, j'ai fait du culturiste avant ça, 2005, 2007, 2008. Si je me souviens bien, ma première compétition d'homme fort, c'était en 2011. OK. J'ai commencé sur le circuit amateur à l'époque. J'avais fait quelques compétitions amateurs avant de tomber sur le circuit professionnel. Là. C'est quand même une aventure qui a duré plusieurs années. Là. Écoute, j'ai compétitionné pendant. Je mêle un peu dans le temps des fois. Là. Il y a trop de commotions, c'est ça que ça fait avec le temps, on dirait des fois. Mais t'as arrêté quand? Ça va être plus simple. T'as-tu arrêté en fait, 3-4 ans? Non, j'ai arrêté ma carrière en 2015. OK. En 2015, en fait, je m'étais blessé un genou. En 2013, on remontait à 2013. 2013, je me suis blessé un genou. À l'époque, on filmait une série télé qui s'appelait Fort comme un rock, qui était présentée à Canal D. J'ai voulu terminer la saison pareil, même si j'étais blessé, un peu à cause du projet TV. J'ai continué à compétitionner sur mon genou qui était blessé. Ce qui a fait c'est que mon genou a usé prématurément, mes tendons sont un peu maganés. La saison d'après, pendant une compétition, en faisant juste un exercice qu'on poussait de quoi à bout de bras, en donnant un coup avec mes jambes, j'ai senti un gros pincement dans le genou. J'ai pas terminé la compétition parce que j'étais plus capable de marcher sur ma jambe. Et la semaine d'après ça, j'allais à la lutte. Ça faisait des années que je n'avais pas fait de lutte. J'allais lutter parce qu'à l'époque, un de mes amis avait repris la FCL à Shawinigan. Fait que je devais faire une apparition d'un soir. Puis malheureusement, en faisant une prise, ma rotule puis mon quadriceps a déchiré. Je me suis ramassé d'urgence à l'hôpital. Fait qu'ils m'ont opéré le lendemain. Puis là, c'était fini après, quoi? Ben, c'était fini. Mais honnêtement, ma carrière d'homme fort était pas mal ça à la fin. On dirait que j'avais commencé à perdre le feu sacré. Puis 2-3 semaines avant que j'ai eu mon accident, j'avais discuté avec ma conjointe pour lui dire que l'année d'après, je referais 1 ou 2 compés, puis que je prendrais ma retraite, que je passerais à d'autres choses. Et je ne m'attendais pas à tomber dans la lutte après ça nécessairement à ce moment-là, par exemple. Non, c'était pas prévu? Non, c'était pas prévu. Ton genou aujourd'hui est comment? Ben écoute, des journées qui mouillent, des journées qui c'est humide, je le sens, je le sais d'avance. Je suis un peu monsieur météo avec ça. C'est sûr qu'il nuit de temps en temps. J'ai encore beaucoup de douleurs, mais c'est quand même beaucoup mieux que ce que c'était supposé. Au début, je n'étais plus jamais censé faire de sport intense, je n'étais plus censé de forcer, je n'étais plus censé de faire de lever de gros poids. Au début, le pronostic n'était pas très bon et finalement, je m'en sors quand même pas pire. Fait que, je me plaindrai pas d'un peu de douleur quand je suis capable de lutter la fin de semaine dessus. Là. OK. Et par après, comment c'est arrivé? Est-ce que c'est encore la FCL qui a fait que tu t'es retrempé après ta blessure dans le monde de la lutte? Ben, honnêtement, quand j'ai eu ma blessure, c'était une apparition d'un soir que je faisais à la lutte. Ouais. Comme je te dis, je me suis fait opérer d'urgence le lendemain. Les 2 premières semaines, là, j'étais dépressif au bout de coucher dans le divan. Je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas rien faire. Et j'ai été un bon 2 semaines, excuse le terme, j'avais la tête dans le péteux pas mal. Après ça, un matin, je me suis dit, non, c'est pas vrai que je vais rester à me tutoyer sur mon sort, à me dire que ça va pas bien. Je vais me trouver un objectif, puis on va retourner faire quelque chose. Puis c'est là que j'ai eu le déclic. J'ai dit, Caroline, pourquoi pas retourner faire de la lutte? Fait que, mon objectif, tout le long de ma réhabilitation, tout le long que j'essayais de recommencer à marcher, que j'ai recommencé à m'entraîner, mon objectif que j'avais en tête, c'était de remettre les pieds d'un ring. Et ça fait combien d'années là, que tu... je sais que tu as arrêté à un moment donné pour une autre blessure. Oui, en fait, j'ai arrêté au mois de novembre en 2021. J'avais fait quelques commotions les mois auparavant. Pas des grosses, mais juste des petites. Et puis en septembre, j'avais reçu malheureusement quelque chose qui a mal tourné d'un match. J'étais censé recevoir un coup de chaise en arrière du dos et je l'ai reçu en arrière de la tête. Aïe, OK. Ouais, fait que à ce moment-là, j'ai comme pas eu le choix de prendre ma retraite. Là. Ça allait vraiment pas bien. J'avais beaucoup de symptômes post-commotion. J'avais pas mal de difficultés au niveau de la santé suite à ce coup-là. Mais encore une fois, moi, j'étais un peu tête de cochon dans la vie. J'avais mis une croix sur la lutte parce qu'honnêtement, j'avais promis à ma famille que c'était fini la lutte, que j'en ferais plus.
Sauf que j'ai passé des mois à faire des exercices de réhabilitation justement pour essayer de retrouver la proprioception, tous des exercices relatifs pour guérir des commotions. J'ai utilisé des produits naturels qui aident aussi, là, des coenzymes Q10. J'ai lu beaucoup là-dessus, puis j'ai un de mes amis qui est médecin et qui connaît quand même tout ça, qui a pu me guider un peu à travers ça. Écoute, j'ai fait un peu comme j'ai fait avec ma jambe, j'ai tout fait ce que je pouvais pour guérir. Mon but, c'était pas nécessairement de retomber lutter à temps plein. Tout ce que je voulais, c'était faire un dernier match que moi, je choisirais qui serait mon dernier match. Puis finalement, les choses se sont tellement bien passées quand j'ai fait mon petit retour que là, je reviens je dirais pas à temps plein parce que je veux pas lutter 3 fois par semaine comme je faisais avant. Mais pratiquement aux 2-3 semaines, là, durant la prochaine année, si tout va bien, on touche du bois, mais on devrait me voir des rings un peu partout au Québec. Hein. Oui, on va en parler parce que tu es sur Simmania 3. Mais avant de parler de Simmania 3, tu as vécu une expérience unique récemment. La plupart des fans de lutte connaissent The Dark Side of the Ring, qui est une émission où on a thématique d'un lutteur, souvent un côté sombre qui est arrivé dans le monde de la lutte. Et toi, tu as personnifié Bam Bam Bigelow. Oui. Comment c'est arrivé d'abord l'opportunité? Et en fait, c'est une. Dans la vie, des fois, c'est une série d'hasards qui apporte à quelque part. Oui. C'est un peu ça qui est arrivé. En fait, la série Dark Side of the Ring cherchait quelqu'un pour personnifier Bam Bam Bigelow. Et ça prenait quand même quelqu'un avec un gros gabarit. Il y avait plusieurs critères. Il y avait de la misère à trouver quelqu'un. En passant, ils m'ont appelé, mais je n'étais pas assez grand. Il y avait plusieurs critères. Puis Drew Onyx, qui est un lutteur de Montréal, là, ça fait plusieurs fois qu'il travaille avec Dark Side of the Ring. Il a référé mon nom à la personne qui s'occupait des castings. Fait que ce gars-là est rentré en contact avec moi. Il m'a proposé ça. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça du tout parce que je n'avais pas postulé là-dessus. J'ai déjà fait un petit peu de TV. J'avais déjà joué dans un film. J'ai fait des publicités. Ça m'arrive des fois de regarder les castings, mais je n'avais jamais appliqué sur un casting pour Dark Side of the Ring. Fait que quand j'ai reçu le message, ça te tente-tu de jouer dans Dark Side of the Ring? J'ai comme fait, wow, c'est donc bien le fun ça. Puis quand il m'a proposé en plus, c'est pour jouer Bam Bam Bigelow. Tu sais, Bam Bam Bigelow, moi, du plus jeune que. En fait, moi, je suis fan de lutte. Quand j'étais jeune, j'écoutais la lutte chez mon grand-père le dimanche matin. Tu sais, mes premiers souvenirs de lutte, c'était ça. Puis un des premiers lutteurs qui m'a vraiment flashé à l'œil, après Hulk Hogan, Ultimate Warrior, et Bam Bam Bigelow avec son look spécial, puis ses habiletés qu'il avait dans le ring pour un gars de ce gabarit-là. Tu sais, depuis que je suis jeune, ça a tout le temps été un de mes lutteurs préférés. Je l'ai suivi, j'ai suivi son parcours, je l'ai suivi quand il est parti à ECW, je l'ai suivi à WCW. Fait que quand ils m'ont proposé de jouer ce rôle-là, j'ai fait wow, c'est donc bien le fun. Fait que j'ai embarqué dans ça à fond. Honnêtement, j'ai gagné 30 livres pour jouer le rôle. Ah oui? Ouais, j'ai passé plusieurs semaines à vraiment m'empiffrer pour essayer de gagner un peu de poids pour ressembler un peu plus à Bam Bam Bigelow. C'est pas eux autres qui me l'ont demandé, c'était moi. Moi, je suis un peu perfectionniste dans la vie. Hein, fait que... un peu de poids, 30 livres. Mais c'était le fun, honnêtement. C'était le fun, c'était de la job parce qu'à tous les jours, il fallait qu'il me repeinture les bras pour faire ses tatous. Il fallait qu'il me refasse le tatou sur la tête, qu'il joue un peu avec. C'était des grosses journées quand même sur le plateau de tournage, mais tu sais, l'équipe de production là-bas est vraiment extraordinaire. C'était tourné où, Max? C'était tourné à Toronto. OK. C'était tourné à Toronto, mais honnêtement, la gang là-bas était super. J'ai juste du positif à dire sur cette expérience-là. J'ai vraiment eu du plaisir du début à la fin. Combien de jours tu as été là-bas? J'ai été là-bas 6 jours en tout. Wow. J'avais 4 jours de tournage, puis le temps de voyagement avec ça. Là. Et tu as eu la chance de partager quelques scènes avec le champion du monde, c'est ça? Ah oui, avec Marco. Ouais, c'était super le fun. Marco, là, et ceux qui ne savent pas, ça fait des années qu'on se connaît. Là. On parle de Marco Estrada. Oui, Marco Estrada. Le fils de Eric Estrada de Chips. Non, pas tout, c'est pas ça. Ça pourrait être sa nouvelle gimmick, par exemple. Oui. Mais non, c'était vraiment plaisant. Là, surtout qu'on a retourné une scène mythique de Bam Bam Bigelow puis Taz, là, la fois que Taz avait passé à travers du ring. Fait que, tourner ça avec une personne, déjà de tourner là-bas, c'était le fun, parce que comme je te dis, tout le monde sur l'équipe était vraiment le fun, c'était plaisant, on avait du plaisir. Avoir la chance de tourner ça avec quelqu'un qui est un peu mon ami, que j'apprécie, on a eu vraiment beaucoup de plaisir, honnêtement. Là. Wow, c'est vraiment sharp. Et là, heureusement, c'est un Zoom, parce que je ne veux pas que tu te choques après moi. Le 24 septembre, à 19h, c'est Simmania 3. Là, je t'avais promis un combat. Mais je me suis dit,
Colin, qui peut affronter Max Lemire? Déjà que tu as été bon choix du président à SimMania 2, puis tu en as éliminé pas mal quand tu es rentré sur le ring. Remarque que j'avais mis un petit 20 comme quoi tu gagnerais la Coupe Sim. J'ai perdu le petit 20. Écoute, je ne suis pas choqué, là, mais il va falloir que tu performes à SimMania 3 parce que je t'annonce, Maxime, que tu seras dans un combat handicap. OK? Puis quand je parle handicap, je ne parle pas de tes commotions cérébrales. Là. Tu affronteras pas 1, pas 2, 3 lutteurs. Ouais. Exactement. J'aime la face que tu viens de faire. Alors, il y en a un qui va rentrer. Je pense que tu vas avoir à peu près 2 minutes avec pour t'amuser. Il y en a un deuxième qui va rentrer et il va en avoir un troisième. Alors, ça va être un événement vraiment spectaculaire. Je te vois manger des pâtes. Tu me dis que tu as pris 30 livres. Tu me dis qu'il faut que tu touches du bois. Arrange-toi que ça aille bien, mon chum. J'ai bien hâte de te voir à SimMania 3, le combat handicap. Max Lemire face à pas 1, pas 2, mais bien 3 adversaires. Fait que j'espère que c'est correct. Écoute, moi, je dis jamais non à un défi, Marc. Que, juste pour te dire, il y a 2 semaines, ça fait 7 ans que j'avais pas tiré de camion comme on faisait des hommes forts. Puis, oui, j'ai vu ça. J'ai lancé le défi d'aller tirer un camion, j'y ai été, puis j'ai réussi. Fait que si tu me donnes le défi, 3 personnes, ben, je vais être là à SimMania, puis il y a des bonnes chances que je réussisse ton défi, Marc. Bon, ben écoute, je suis vraiment content de t'avoir reçu sur BPM Sport 91.9, sur bien sûr le podcast qui est diffusé sur toutes les plateformes. C'est un plaisir de t'avoir reçu et au plaisir de te voir le 24 septembre. Soyez-y, mesdames, messieurs, mon Bam Bam Lemire. Je vais être là, mesdames, messieurs. Salut, Max. Salut, Marc. La prédiction d'NSMJF vous est présentée par Maxime Bacon, votre courtier immobilier résidentiel Remax Signature sur la Rive-Sud de Montréal. Pour que votre transaction immobilière n'ait pas mauvais goût, ajoutez-y du bacon. 514-260-9415. Alors, ce nouveau segment commandité par Max Bacon où on met NSMJF sur le spot, sur le grill, sur le barbecue. Fais-nous une prédiction. On a enregistré avant SummerSlam. Donc, choisis-moi un combat de SummerSlam. Écoute, Marc, je vais prendre le combat pour le championnat du monde WWE détenu par Seth freaking Rollins contre Finn Balor. Ceux qui ont suivi Raw dans les dernières semaines, beaucoup d'histoires avec le clan de Finn Balor, le Judgment Day. Donc, j'y vais pour une victoire de Seth Rollins. Mais, après le match, Damien Priest, qui détient la valise Money in the Bank et qui fait partie du Judgment Day, va cacher sa valise pour devenir champion du monde. Donc, nouveau champion du monde, ce sera Damien Priest. Voilà. Et à chaque semaine, on va garder le pourcentage de réussite, si réussite il y a. La prédiction d'NSMJF vous est présentée par Maxime Bacon, votre courtier immobilier résidentiel Remax Signature sur la Rive-Sud de Montréal. Pour que votre transaction immobilière n'ait pas mauvais goût, ajoutez-y du bacon. 514-260-9415. Blondin, quelle émission chargée on avait cette semaine. Wow! Incroyable! Tu vois-tu mon toupette? J'ai de la broue dans le toupette. Et qu'il y avait du stock, l'affaire avec la Prade, Max Lemire, ta prédiction. Wow! Incroyable, mais vrai. Oui, incroyable, mais vrai. Mais qu'est-ce qu'on a au menu pour la semaine prochaine, Blondin? Écoute, la semaine prochaine, Pat Laprade nous donne l'historique de SummerSlam, comment c'est devenu, selon lui, le deuxième top pay-per-view de WWE. Écoute, moi, j'aime bien le Rumble, mais en tout cas, on en discute la semaine prochaine. Pour ce qui est de Jean-François Kelly, lui, il revient sur l'organisation d'un événement, comment ça se fait et tout ça. Alors, on a encore beaucoup de stock pour le SimMania 126, mon handsome. Wow, hey, j'ai très hâte. Et de quelle façon on invite les auditeurs à revenir nous écouter la semaine prochaine? En disant, comme chaque semaine, soyez-y, mesdames, messieurs.